L'histoire d'une vengeance, l'histoire d'une Amérique sans espoir, l'histoire d'une œuvre phénoménale. Mais aussi l'histoire d'un échec, et croyez-moi messieurs dames, j'ai encore du mal à le comprendre. Car au panthéon de mes rencontres cinématographiques, et dans la liste finale des longs métrages à emporter sur une île déserte, ces brasiers de la colère furent pour moi révélations. Fresque somptueuse m'ayant scotché dès mon premier visionnage, dès les premières larmes versées à l'écoute de Pearl Jam. Pourtant oui, à ma grande surprise, ce film fut un échec. Là-dessus, comment une œuvre produite par Ridley Scott et Leonardo DiCaprio, s'il vous plaît, mise en scène par l'un des grands espoirs américains Scott Cooper, est dotée d'un casting encore plus étoilé que l'ensemble des restos de Philippe Etchebest, n'a-t-il pu atteindre que 15 millions de dollars au box-office, bien loin de son budget initial. Échec financier, succès critique, division des foules, il y a donc des choses que je n'explique pas. Mais ce que je peux vous expliquer, c'est comment comprendre un cinéma aussi intelligent que celui de Scott Cooper, captant avec brio cet autre visage de l'Amérique. Ce visage sombre, torturé, et comme emprisonné par ses démons. Ce genre de métrage façonnant ta vision du monde et de l'être humain par une justesse et un réalisme suffocants. Oui, messieurs, dames, la colère est humaine, et quand elle s'embrase au cœur d'une tristesse inéluctable, cela donne un bijou du 7e art. Amérique désœuvrée, société chaotique, violence d'un monde trop peu mise en avant, replongeons le temps d'une vidéo dans la souffrance glaciale de Russell et Rodney Bayes. Nous sommes le 18 janvier 2014. Afin de satisfaire les désirs d'une future ex-Madame Artworks, et oui, je suis sûr que vous avez la référence, je propose, avec quelques amis, séance cinéma improvisée. Une fois arrivé dans ce bon vieux duplex roubaisien, on embrasse le Nord, une affiche retient aussitôt mon attention. Christian Bale, fusil à l'épaule, portant toute la souffrance d'un film, ne me laissant pas indifférent. Très vite, je suggère, après avoir acheté les places, qu'il serait intéressant d'aller voir cette œuvre, opinion que mes camarades acquiescèrent une fois s'être rendu compte qu'ils n'avaient plus réellement le choix. C'est ce qu'on appelle une technique de négociation. Ça marche plutôt bien. Où est-ce qu'il a appris à négocier? Et vous allez me dire, mais Valou, à quel moment on en a quelque chose à foutre? Et c'est vrai que vous n'avez pas tort. Cela dit, au moment où j'entre en salle, je ne pensais pas prendre pareille claque. Une introduction viscéralement glauque dans un drive-in, toute la misère d'une Amérique en perdition, et quelques notes, celle de Release de Pearl Jam, venant conforter une idée simple, je suis sur le point de prendre une gifle absolue. Oui, passé les 2 heures d'un tel chef-d'œuvre, il me fallut longtemps, très longtemps pour que ce drame cesse de hanter mes réflexions. Voilà pourquoi mon passé refait aujourd'hui surface, car avant même de commencer cette analyse, un postulat s'impose. Rien ne saura jamais égaler le plaisir d'une rencontre cinématographique. Si bien qu'en 2021, quand on me demande pourquoi j'aime le 7e art, une partie de la réponse se trouve dans mon affection pour les brasiers de la colère. C'est bien, ouais. Je l'aime bien, lui. Bref, revenons aux origines de cette colère. Avant Cooper, c'est un autre Scott, Ridley cette fois, qui est envisagé à la réalisation. Leonardo DiCaprio, lui, se voit proposer rôle principal, Russell Bayes. Mais plus à l'aise en tant que producteur, les deux hommes quitteront toutefois leur fonction, remplacés par Scott Cooper et Christian Bale. Si Viggo Mortensen est envisagé dans le rôle de Harlan Digroth, antagoniste du film, les studios optent cependant pour Woody Harrelson, fraîchement sorti, entre autres, de L'insaisissable de Louis Leterrier. Casey Affleck, s'entraînant plus de 3 mois de façon intensive afin de retranscrire au mieux l'esprit des combats clandestins, Willem Dafoe, Zoé Saldana, Forest Whitaker ou encore Sam Shepard rejoignent également le casting. Oui, difficile de savoir où donner de la tête tant cette brochette d'acteurs se veut imposante. Si nommé aux Oscars, 3 lauréats, on a connu pire. En particulier quand tous se joignent autour d'un détail faisant la différence, leur amour instantané pour le script. I found it riveting, and I read it in the way that, with enjoyment that you read a book, which is very rare with a script because that's just not how the way that they're set up, at all. But there was a real thread going through it, and there was something that I couldn't quite put my finger on, but that just made me fascinated with the whole piece. I thought, wow, they don't make movies like this anymore. They don't tell these kind of stories very often. I remember when I read this story, I just, I couldn't put it down, The page that I was reading would compel me to just, want to flip it and go on to the next page that you were curious about, DeGroat. How deep can this man go into his darkness? These are people that have so much dignity to them. These are people that have been through so much, and I wanted to continue reading because I wanted to see them get better. The best thing about this whole experience has been working with him. I think he's really a truly great director.
and he's got amazing instincts. Car fort de son expérience personnelle, enfant des Apaches ayant perdu un frère très jeune, Cooper s'appuie sur son vécu, mais aussi sur un scénario de Brad Inglesby qu'il réécrit pour l'occasion. Mieux, il se base également sur un article concernant la ville de Braddock, en Pennsylvanie. Attaché aux valeurs profondes et torturées de l'Amérique, sa visite dans une ville industrielle en déclin, voyant les difficultés de ses habitants et de son climat, l'inspire comme toile de fond de son œuvre, devenant même lieu de tournage, symbole des déboires d'une société plus réaliste, perdue entre sa bravoure et ses problèmes économiques. Visiting Braddock, not only did I get a sense of place immediately, I got a sense that this was a town that had experienced great economic decline, like much of America. But I found the people to be courageous and strong, and those that remained optimistic about the future. I've always been drawn to people who live on the margins of society. I've always greatly respected those Americans, or anyone in fact, that works very hard for a living and that takes a great sense of pride in what they do. Initialement prévu en 2011, Cooper fait toutefois face à une première contrainte. S'il ne veut tourner sans Christian Bale, celui-ci ne peut se libérer d'un emploi du temps incluant, entre autres, The Dark Knight Rises. Mais incapable d'ôter le script de son esprit, qu'il trouve remarquable, Batman reste néanmoins fidèle à son auteur. C'est ainsi que le 13 avril 2012, après avoir rempli ses obligations, le tournage commence enfin dans la métropole de Pittsburgh. Majoritairement tourné à Braddock, Cooper et son équipe ne disposent que de 34 jours pour tourner l'ensemble du long-métrage, voyant leur production s'achever le 1er juin. Si quelques scènes de prison seront shootées en Virginie occidentale, les comédiens auront tous attachement particulier envers Braddock. Pour l'anecdote du jour, Christian Bale portera même un tatouage de son code postal 15104 en hommage à John Fetterman, maire et grand artisan au redéveloppement industriel de la ville. Pour son rôle, il apprendra également les techniques utilisées en Assyrie, ne souhaitant pas utiliser de doublure. Grandement impliqué dans son personnage, il affirmera d'ailleurs qu'après plusieurs longs métrages hauts en couleur, notamment dans American Psycho ou The Machinist, camper le très calme Russell Baze fut pour lui exercice de style pertinent, que sa rigueur professionnelle aida à développer. With a more stoic, quiet character like Russell, he's not thinking nothing, right? Stoic guys are not sitting there just going, oh, I'm dead. You know, they have thoughts that they're just choosing not to share it. Alright? So to me, any scene, if you're silent in the scene, you have an internal conversation that never stops throughout that scene. And what I'll do sometimes when I'm beginning a film, as you get more into the feeling and you know it without having to write anything, is for early scenes, I'll write dialogue for the silence, because otherwise you are sitting there and you know, you can convey almost everything you need to convey without saying anything, but you really got to be thinking those things. And so I will write and learn what do I believe this man is thinking, and I use it as saying, just without actually using his mouth, throughout any of those scenes. And so to me, there's actually not much difference. I'm just not, my mouth isn't moving. Le ton est donné, et c'est porté par des thématiques réalistes et violentes que sort Out of the Furnace, le 6 décembre 2013 chez l'oncle Sam. Échec cuisant au box-office, le film recevra néanmoins succès d'estime auprès de la critique. Mais si plusieurs journalistes saluent sa puissance émotionnelle, le calvaire n'est pourtant pas terminé pour Cooper. Sachez par exemple que certaines villes, comme celle de Mahwah dans le New Jersey, boycotteront le métrage en raison de représentations négatives des Indiens des montagnes. Pire, plusieurs personnes portant le nom de Dick Roth, identiques au personnage de Woody Harrelson, porteront plainte contre la production, les accusant de dépeindre, entre autres, et je cite, « gang de consanguins violents et toxicomanes vivant dans les montagnes de Ramapo ». Plainte ne se voyant rejetée qu'en mai 2014, la loi affirmant que le film ne faisait en aucun cas référence aux plaignants. Bref, vous l'aurez compris, grandeur et décadence d'une fresque ô combien décriée, mais à mes yeux chef-d'œuvre du genre. Alors messieurs dames, zoom sur cet autre visage de l'Amérique autour d'une simple phrase, sublimer la violence. Vous avez un problème avec moi ? J'ai des problèmes avec tout le monde. The entire picture is an examination of the nature of violence. And we see that occurring in Homs, Syria today. We see it in Cairo. We see it in South Los Angeles. We see it in Braddock, Pittsburgh, Detroit. And I was really interested in examining violence in that way. Braddock, banlieue ouvrière américaine.
Tout comme son père avant lui, Russell Baze travaille à l'usine, visage d'une ville déchue courageuse, mais en perdition. Son jeune frère, Rodney, pour qui l'acierie n'est pas un avenir, s'engage lui dans l'armée, dont le passage entre blessures physiques et émotionnelles le mènera dans le chaos. Et quand un drame envoie son aîné en prison, perdant le peu de choses qui faisaient de lui un homme heureux, Rodney tentera tant bien que mal de survivre par des combats clandestins dans les montagnes, l'un et l'autre ne partageant alors plus qu'un point commun, celui d'un monde où ils ne semblent plus avoir leur place. Ça, c'est pour le résumé exhaustif. Mais comme toute bonne analyse se doit d'être avec spoiler, vous vous doutez bien que la mort de Rodney sera également fer de lance de toute l'ambition du long métrage. Dévoiler, non sans poésie déchirante, chaque trait de la violence humaine. Dès lors, oubliez Hollywood ou autre forme d'American Dream, tout ici ne sera que misère d'une Amérique plus froide, plus tourmentée, et malheureusement d'une justesse ultra réaliste. Dramaturgique, l'on constate dès sa scène d'ouverture, un vieux drive-in dans la pénombre d'une nuit glaciale, et Harlan die Grotte, symbole d'une brutalité prenant à partie le spectateur. Lieu supposément magique, cinéma de plein air, devenant pourtant théâtre d'une introduction à la violence, qui de par des actes forts et malsains, allant jusqu'à bestialité sexuelle, ne quittera plus les personnages ni le public. Il est d'ailleurs intéressant de voir que le film diffusé au drive-in n'est autre que The Midnight Meat Train, thriller horrifique, dans lequel Bradley Cooper découvre l'existence d'un tueur en série ravissant dans le métro. Ce choix, aux allures de simple anecdote, en dit toutefois long sur le personnage d'Harlan, emblème d'une folie meurtrière marquant son personnage, mais aussi toute cette violence que devront subir les habitants de Braddock. En une séquence, et ce avant même de poser les bases de son récit, Cooper la filme sans espoir. Photographie terne, caméra proche des corps, et focus sur deux visages d'une société en détresse. D'un côté, l'acceptation de la haine, Harlan, et de l'autre une femme blessée, et un homme qui, s'il pourrait représenter une lutte pour s'en sortir, sera mis KO par die Grotte, et donc par cette Amérique brisée que représente Cooper. C'est là qu'on se dit qu'on n'est pas sur les 5 minutes d'intro les plus conviviales du cinéma, clairement. Cela dit, rassurez-vous, le reste ne sera... non, pas non plus festif. Ici, ces brasiers s'allument également par la violence d'une ville perdue, qui l'alimente régulièrement par des plans larges sur des industries presque à l'abandon. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que d'un point de vue mise en scène, s'il s'autorise parfois quelques coups d'éclat, son point de vue sera toujours au service de Braddock et de ses comédiens. Photographie terne, ambiance austère et poussiéreuse, récit réaliste parfois proche d'un métrage documentarisé, Cooper est entièrement voué à une retranscription, celle de cette Amérique profonde et authentique. Segment contemplatif, lent, emportant le spectateur avec lui au cœur d'une histoire bien loin du film d'action, le social est bien son fer de lance. Viens bosser avec moi, je t'ai dit gros que te trouverais un truc. Non merci, je préfère encore crever. Usine de merde. Il brosse alors portrait d'un regard intime sur ces laissés pour compte au quotidien, ceux-là même oubliés par leur propre pays. Problèmes de société, de drogue, de jeux d'argent, de combats clandestins, isolés au milieu des montagnes, comme en huis clos extérieur, il ne semble y avoir aucune issue pour les personnages. Et quand ils tentent d'échapper à leur destin, notamment Rodney, ces mêmes montagnes deviendront l'antre du mal américain. Ici Harlan die Grotte. Aparté obligatoire de cette vidéo, saluons la menace terrifiante qu'incarne Woody Harrelson, flippant au possible, dont la première rencontre avec Affleck démontre tout l'art du réalisateur dans sa façon d'étudier la tension. Pas une musique de fond, deux comédiens borderline dévorant la scène d'un simple jeu de regard et une puissance hors norme se dégageant de cette séquence. Ici, non seulement Cooper offre au public tout son talent dans la direction d'acteur, mais il s'empare également de cette déchéance américaine, maison abandonnée symbole de ce déclin, afin de l'inclure dans le mal-être évoqué plus tôt. C'est ce qui m'a profondément retourné dans l'œuvre, me fascinant par la suite pour d'autres créations de l'auteur. Oui, avant d'être physique, cette violence est profondément morale. Loin de l'American Dream et de ses réussites, il est avant tout question de survie. J'ai donné ma putain de vie à ce pays. C'est pas assez? Et il a fait quoi pour moi? Hein? Il a fait quoi pour moi? Nouvelle naturalisation de cette violence, les rapports conflictuels entre deux frères seront thèmes importants pour le cinéaste, qu'il développe autour de Russell et Rodney avec brio. Parfait dans l'art de mettre en avant les traumas de ses anti-héros, ainsi que leurs relations tumultueuses, Cooper installe cette fois violence familiale, marquant le spectateur car faisant partie intégrante d'un brasier sur le point de s'enflammer. Oui, Rodney Baze est un symbole, visage d'un appel à l'aide, ne trouvant pas l'écoute espérée dans son cercle proche, attristé par l'absence d'une figure paternelle décédée, et toujours envahi par les démons d'une guerre rappelant Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Perdu entre l'enfer de son passé et l'avenir inexistant que le pays semble lui offrir, cette cruauté morale met en place la violence physique qui en découlera. C'est également là que le cinéaste brille. Surprenante, expéditive et douloureuse, sa mort intervient comme l'abandon total de l'espoir, filmant à Rodney comme soulagé de quitter ce monde.
Je m'en branle. À cet instant, et s'il n'intervient que durant la moitié du métrage, le spectre du formidable Casey Affleck viendra porter coup de grâce de cette violence décrite par Cooper. Elle est intime, pitoyable et à l'image de Braddock, invisible aux yeux du monde. Car après sa disparition, ce voyage au bout de l'enfer portera le nom d'un homme, Russell Baze. Et putain, qui t'a filé mon numéro? Qui est à l'appareil? He's a decent man, you know. He's a man who's always done the right thing, you know, and he's had this responsibility of being the patriarch of the family put on him at an early age, but he's risen to the occasion. He's taken care of his brother, he's taken care of his father, he's taken care of his fiancée, who he loves dearly. He's got plans, you know. He stays with his town, he loves his town. He's very, very American, and nothing goes right, you know. Nothing goes right for him, and he's a decent man who then descends into violence and retribution as a means of protecting the things that he loves, his town, and protecting the people that he loves. Un homme intelligent, honnête, brave, qu'une seule erreur viendra détruire pour le reste de son existence. Par ce prisme, Cooper oriente le spectateur dans la violence la plus délicate de son scénario, celle de la perte d'un proche et par conséquence de soi. Oui, tout le cheminement du long métrage suit la déchéance de Russell, d'une peine de prison le voyant perdre sa femme à la mort d'un frère, ne pouvant alors se résoudre qu'à une chose, épouser cette violence jusqu'à tuer de sang-froid. Là-dessus, je me vois obligé de saluer l'acting d'un homme exceptionnel, Christian Bale. Si l'ensemble des comédiens prône cette justesse implacable, le jeu subtil et posé du Batman se mêle parfaitement à la violence du propos. Mieux, son contraste accentue la dureté des événements. Que ce soit en prison, à son retour ou même lors du final, on ne le devine que très rarement dévoiler ses émotions, stoïque face à toute forme d'adversité. Maestria non seulement dans l'acting, mais aussi dans la narration de son personnage. S'il aurait été plus simple de le faire peu à peu sombrer dans la folie d'une vengeance, cette colère grimpera avant tout dans le non-dit, et en particulier dans le regard de Bale, seule ouverture menant à sa tristesse. Raison pour laquelle Cooper le filmera d'ailleurs régulièrement proche du visage, comme s'il subissait les actions d'un personnage s'écroulant peu à peu, devenant visage des mœurs de la ville, de la tristesse, de la solitude et de toutes ces nuances se déchaînant au sein de la colère humaine. L'une des scènes les plus marquantes du récit viendra d'ailleurs appuyer cette analyse, peut-être la plus dure de toutes, bien plus dure que n'importe quelle violence physique. Je suis enceinte. C'est une excellente nouvelle. Tu crois? Seigneur, j'ose à peine vous expliquer ce que j'ai ressenti lors de cette séquence. Plus que jamais, c'est ici que les brasiers de la colère entra au panthéon des films m'ayant touché en plein cœur. Car porté par deux immenses comédiens, la pire violence arrive ici, celle de perdre l'être qu'on aime sans aucun retour en arrière possible. Cooper capte en quelques plans toute l'essence d'une dramaturgie. Un couple déchiré, un amour intact, une douceur à la fois dans les dialogues mais aussi dans les regards de ses protagonistes, mais une barrière créant toute la dureté de la situation. Rappelant qu'en début de métrage, Russell ne souhaitait pas avoir d'enfant. Alors imaginez comprendre tout ce qu'il vous manque, être enfin prêt à l'offrir et réaliser que vous ne pourrez jamais en profiter. Rarement je n'aurais été aussi émotionnellement impacté par une telle empathie, en particulier quand Russell lui affirme qu'elle sera une mère formidable. Il s'agira d'ailleurs de l'unique instant où les sentiments de Russell feront surface jusqu'aux yeux du public, ne pouvant masquer sa souffrance. L'acting est phénoménal, l'échiquier de la violence continue de se mettre en place, jusqu'à un dernier plan faisant comprendre une chose. Si Russell parvint à éliminer le meurtrier de son frère à la suite d'une chasse à l'homme montrant toutes les qualités techniques du cinéaste, le voir enfermé chez lui, seul, prouve que de la prison à Braddock, Russell Baze ne pourra finalement jamais s'évader de cette violence. Séquestration encore plus terrible qu'une prison véritable. Comme un homme contraint, dorénavant, de vivre avec les conséquences de celle-ci, y laissant son âme, faisant même écho au dernier plan d'un autre chef-d'œuvre, Le Parrain 2. Remarquons également que cette scène se conclut de la même façon que son introduction, Release de Pearl Jam venant aux oreilles du spectateur. Alors je vais pas vous mentir, c'est un plaisir d'emmener plus loin cette analyse. Et si Pearl Jam était finalement symbole musical de cette violence? Ambiance noir et blanc pour groupe exceptionnel, bienvenue aux portes d'une claque version Seattle. Pour comprendre cette théorie, parlons Pearl Jam, groupe emblématique de la scène grunge au cœur des années 90, au même titre que Soundgarden, Nirvana ou Alice in Chains.
Oui, rien à voir, mais j'étais obligé, c'est plus fort que moi. Leur premier album, Ten, dévoilait en dernière piste Release, 9 minutes d'une ballade passive-agressive. Et 22 ans plus tard, alors que Cooper souhaite utiliser ce morceau pour son œuvre, Eddie Vedder, leader et chanteur du groupe, reprendra les parties vocales de Release afin d'offrir au long métrage tonalité plus sombre, plus torturée, et à l'image de cette Amérique. À savoir que ce dernier devait d'ailleurs s'occuper de la bande originale du film, finalement laissée à Deacon Hinchcliffe, Cooper décrivant les partitions de Vedder comme trop sublimes pour les séquences qu'elles devaient appuyer. Mais au-delà de ce mélange entre douceur et puissance faisant le charme du morceau, c'est bien pour les thématiques qu'elle aborde que Release fait mouche. Car oui, notion visible dans l'ensemble de l'album, Ten regroupe toutes les caractéristiques de la violence. Au cours de ces pistes, Pearl Jam nous emmène au cœur de sujets tels que le mensonge, le meurtre, la dépression, le suicide, autant de thèmes collant parfaitement aux enjeux abordés chez Cooper, violence dépeinte par le cinéaste. Release, comme une libération d'Eddie Vedder s'adressant à son père, devient ici symbole d'une autre libération. À la fois celle de la colère s'échappant du métrage, mais aussi, peut-être, l'envie de voir Braddock se libérer de ses maux, tout comme Russell se libérer d'une violence qu'il gardera malheureusement toujours en lui. Depuis, pas un jour ne passe sans qu'un morceau de Ten ne vienne accompagner mon existence. Pas un jour ne passe sans que je revoie le visage marqué de Christian Bale face à Woody Harrelson. Pas un jour ne passe sans qu'étrangement, cette autre Amérique me manque. Voilà comment contempler tous les visages de la violence au cœur d'un seul et unique chef-d'œuvre. Éprouvant, sombre, sans espoir, cette vision de l'Amérique est pourtant celle de mon immense affection pour le pays. Une Amérique sincère, authentique. Voilà ce qui ressort des brasiers de la colère. Spectre de la violence, certes, mais aussi volonté de vivre quelque chose loin des codes de nos générations formatées. Une vraie histoire d'amour. Un vrai questionnement sur l'existence, le remords, la vengeance. Vivre une vie simple. Vivre, tout simplement. Et si c'est avec Zoé Saldana, pour le coup, je dis pas non.